sur le sujet comment accélérer les décisions dans cette période difficile, je dirais, certains l'ont peut-être vécu. On est toujours en train de courir quand on est business développeur, quand on mène du business développement. La seule chose, c'est que le terrain est un peu moins plat. Pour certains, il était même un terrain assez facile avec un flux de demande très élevé. Sur ce terrain de rentrée, on est plutôt sur un terrain chaotique. Donc on commence à courir, mais on est plutôt sur des montées et sur un terrain vraiment beaucoup plus chaotique. Donc l'idée, c'est on va continuer à courir, on va continuer à faire la course, on va continuer à atteindre nos objectifs pour le développement de nos sociétés, mais on va apprendre à courir sur un terrain qui est beaucoup plus ardu. Donc moi, ce que j'aimerais bien savoir à ce stade, c'est qui vous êtes. L'idée, c'est de faire connaissance pour que je sois au plus près des questions et des situations qui vous concernent. Donc j'aimerais bien d'abord savoir quelle est votre fonction. Donc je lance le premier sondage. Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous êtes dirigeant d'entreprise? Est-ce que vous êtes directeur commercial, manager commercial? Est-ce que vous êtes business développeur vous-même? Est-ce que vous êtes chef de projet, consultant, confrère ou d'autres? Et autres peut être aussi vaste. Donc je suis heureux de voir que 80 à 75% sont business développeurs. Donc j'ai affaire à une belle équipe de business développeurs. Et puis dirigeant pour 10%, directeur, manager 11%. Est-ce que ça bouge encore un petit peu? Ouais, n'hésitez pas à répondre encore un peu. Ok, donc je finis le sondage. Donc ce que l'on voit, c'est 12% des membres, des participants aujourd'hui sont dirigeants d'entreprise, 12% sont directeurs et directeurs commerciaux, managers commerciaux, 62% business développeurs. Alors les business développeurs, vous avez été les plus rapides et les plus réactifs à répondre, parce qu'au début, vous étiez 82%. Des chefs de projet, un petit peu de consultants, 2%, et autres, une catégorie assez large. Donc, merci pour ce retour. Je vais vous poser une deuxième question, c'est quel est votre secteur d'activité? J'aimerais bien savoir dans quel secteur vous travaillez, ça va aussi m'aider dans cette intervention, dans ce partage ensemble. Donc, service aux entreprises, quel que soit le service proposé, l'industrie, le monde des logiciels, la distribution et autres, qui est aussi une catégorie qui peut être assez large. Donc, on a pour l'instant dans les répondants 58% qui sont dans le service aux entreprises. Ça bouge encore, 12% dans l'industrie, 20% dans le monde des logiciels, dans l'édition de logiciels, la proposition de logiciels, 2% en distribution et 16% autres, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc, ça peut tout à fait se comprendre. Donc, si j'arrête le sondage à ce moment-là, on est donc 48% présents à être dans le service aux entreprises. Donc là, on est plus de 80 personnes. Donc, ça fait 48% dans le monde du service aux entreprises, 12% dans l'industrie, 20% dans le monde des logiciels, 2% dans la distribution et 16% dans une catégorie autre. Donc, voilà, pour que tout le monde soit aussi informé des personnes présentes avec elle lors de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, écoutez, je suis ravi de partager avec vous. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ce sujet de l'accélération du cycle de vente, il est assez souvent abordé. J'ai fait le choix de sélectionner pour vous des angles probablement différents de ce que l'on aurait tendance à faire de manière évidente lorsqu'on cherche à accélérer un cycle de vente. Donc, j'ai essayé de compléter les dispositifs et les questions que vous pouvez avoir autour du sujet de l'accélération des prises de décision chez les clients. D'accord? Donc, ça va prendre des angles un peu différents pour vous faire réagir. Alors, j'ai une première recommandation pour tous ceux qui sont avec des affaires en cours, et j'espère que vous êtes un grand nombre présents à ce webinaire et qui avaient des affaires en cours et que vous souhaitez les accélérer. Je souhaiterais que vous preniez 1 minute pour écrire sur un cahier, sur une note iPhone, sur ce que vous voulez, pour écrire 2 affaires, allez, 3 affaires. Si vous en avez une, vous en avez une, mais en gros, des affaires qui sont en cours et que vous souhaitez accélérer. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Parce que si j'interviens et que en plus, à chaque fois, vous avez un référentiel sur des affaires en cours, ça va beaucoup plus vous parler. Sinon, vous allez être dans une logique je dirais, j'ai les slides qui ont bougé tout seul, ça m'a un peu perturbé. Donc, vous êtes dans une logique d'écoute qui n'est pas la même. Donc, ma recommandation, c'est est-ce que vous pouvez noter
des noms d'affaires en cours. Alors, évidemment, comme vous êtes tous dans des milieux qui pourraient être concurrents, etc., vous n'allez pas citer des entreprises. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est un OK. Dès que vous avez noté alors, je ne sais pas si c'est toi, Théo, qui bouge les slides. Sinon, il y a quelqu'un qui bouge mes slides et c'est pas super agréable. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est pas grave, je reste concentré. Donc, j'aimerais bien un OK. Dès que vous avez noté 2 affaires minimum en cours sur lesquelles vous souhaitez avoir un questionnement par rapport à comment accélérer le cycle. D'accord ? Donc, vraiment, c'est important pour faire cet exercice d'avoir des affaires en cours. Donc, vous notez 2 noms d'affaires, vous écrivez le nom de l'affaire qui peut être le nom du compte, le nom d'interlocuteur ou le nom de l'opportunité que vous avez mis dans le CRM. OK, 3, super, OK. Super, merci de jouer le jeu. C'est vraiment beaucoup plus riche lorsqu'on a des affaires en cours. Vous allez voir, OK, Mine, vous allez voir, ça aide vraiment. Donc effectivement, nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport aux affaires en cours? Ils nous disent, donc quand on a, donc pour information, question, on a à peu près 150 sessions de coaching en visio chaque semaine. Donc en coaching d'entreprise, lorsqu'on accompagne tout le dispositif marketing et commercial, coaching d'équipe, lorsqu'on va être sur des modules de formation, et coaching individuel, lorsqu'on va vraiment être sur la recherche de performance d'une personne. Sur ces 150 sessions faites depuis la rentrée, qu'est-ce qu'on entend? On entend déjà qu'avant, ça prenait du temps, mais alors là, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, que la décision va jamais être prise. C'est devenu pire. Donc je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais chez nos clients, il y a vraiment un sentiment que le temps s'allonge et que l'incertitude en ce moment est vraiment beaucoup plus forte. Deuxième verbatim d'un de nos clients, c'est complètement imprévisible. J'ai 2 appels entrants qui me demandent des propals, des devis à répondre dans des délais très courts, alors que j'ai des affaires sur lesquelles j'avais eu des identifications d'opportunités en janvier 2020 et sur lesquelles ça bouge plus. Donc il y a un côté très aléatoire qui est en train d'être en place en ce moment du fait de la situation. Après, d'autres verbatims, c'est mon pipeline est bon en quantité. Sur la quantité, ça va, j'ai le nombre d'affaires qui me paraît bon. Par contre, j'ai en closing date, donc en date de clôture, j'ai rien à 3 mois. Donc ça veut dire que le quarter, le trimestre qui vient, paraît compliqué parce que vraiment, on est sur des dates qui sont très lointaines. Donc ça, c'est typiquement des choses sur lesquelles on peut travailler. Et puis enfin, j'ai peu d'affaires et je veux mettre toutes mes chances de gagner chacune d'elles. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on entend et qu'on entend souvent chez les clients. Alors, pour avoir une vision de votre situation, un 3e sondage, je vous rassure, il n'y a pas 15 sondages, il y en a 4-5 maximum, mais ça me permet de bien voir les sujets que je veux traiter. Donc, je vais vous demander, quelle est votre situation à vous sur les affaires en cours? Donc, la question qui est posée, c'est quelle est votre situation sur les affaires en cours? La période n'affecte pas les prises de décision pour les produits et les services que je vends, où il semble qu'il y a un peu plus d'hésitation et que le temps s'étire. Effectivement, vous voyez un allongement du temps. Où je suis fortement impacté, aussi bien en nombre d'affaires que sur les temps de décision. Et puis le dernier, c'est la cata. Rien ne va plus. Les rendez-vous, j'arrive pas à avoir des rendez-vous. Les affaires, je suis super bas en nombre d'affaires. Les décisions, elles se prennent pas. Donc c'est quoi la situation? Est-ce que, bon, finalement, ça va, et là, vous êtes venu pour aider des amis, mais vous, ça va? Ou, ouais, plus d'hésitation, il y a une notion de temps qui joue vraiment, ou je suis plutôt impacté sur le nombre d'affaires et sur les temps de décision, ou, ouais, c'est la cata, il n'y a plus rien qui fonctionne en ce moment, je suis en galère, ce qui peut être compréhensible aussi, hein. Donc ça tourne encore, je vous remercie de tous participer, parce que plus vous êtes nombreux, plus ça vous donne à nous tous une vision statistique qui est intéressante, puisque quand on est plus de 100 personnes à répondre à un sondage, même si c'est pas la France entière, c'est quand même significatif. Donc, je pense que vous avez été pas mal à répondre, ok, même si les questions sont un peu longues, donc la période n'affecte pas les prises de décision, il semble qu'il y a un peu plus d'hésitation et que le temps s'étire, ou encore pire, je suis fortement impacté, aussi bien sur le nombre d'affaires que sur le temps, ou en fait c'est tout le cycle de vente qui est cassé, nombre de rendez-vous, nombre d'affaires, prise de décision, argue, c'est la galère. Ok, j'attends encore un petit peu, c'est bon, j'arrête le sondage pour qu'on puisse partager. Alors, je pense que ça intéresse tout le monde de savoir la situation des autres, parce qu'on se dit toujours, au fait, il n'y a que moi dans cette situation, ou au fait, les gars, vous, ça va comment? Donc, la première chose, c'est que nous n'avons pas de visiteurs qui sont venus pour d'autres personnes, puisque tout le monde est concerné. On a 1% sur la période n'affecte pas les prises de décision sur mes produits et services. Donc, on doit avoir une personne, probablement. Il semble qu'il y ait un peu plus d'hésitation et que le temps s'étire. On est sur 44%.
Donc 44%, c'est une majorité sur lequel vous êtes plutôt en hésitation et le temps s'étire. Le troisième élément, je suis fortement impacté, 35%. Donc on a plus une personne sur 3 présente aujourd'hui qui est impactée sur son nombre d'affaires et sur les décisions. Et puis pour une personne sur 5 présente aujourd'hui, vous osez dire, et c'est bien d'oser l'écrire, le dire, le déclarer, c'est la cata, c'est dur sur tous les plans. Le nombre de rendez-vous, le nombre d'affaires, les décisions, c'est vraiment là vous êtes dans une période où vous êtes dans le dur. Donc bon, vous allez voir, je vais travailler vraiment sur des aspects qui vont aider, je dirais, à la prise de décision du côté de vos clients et qui vont vous redonner du boost. L'objectif de mon côté, c'est vraiment que vous repartiez aussi pour vos affaires et pour vos business en cours, mais aussi pour le moral, avec un boost vraiment, que vous dopiez votre énergie, que vous ayez de la vitamine avant de me quitter. Donc j'espère que ça va vous aider. On va voir ensemble quelques clés. Alors les clés qu'on va traverser ensemble. Donc première chose, effectivement, je voulais vous dire, ce que je veux qu'on évite ensemble, c'est qu'on devienne des forceurs. Quand on est sous le stress, qu'on a des objectifs et qu'on est pour plus de la moitié, voire 90% des personnes présentes dans une situation à gérer qui est délicate, on peut avoir tendance à décider de forcer. Alors forcer, ça va être quoi? Ça va être d'insister, de rappeler plus qu'il ne faudrait, de tendre la relation, d'essayer de déséquilibrer la relation en notre faveur, de jouer sur des aspects promotionnels même qui pourraient coûter cher en termes de marge. Bref, tout mon sujet, c'est comment vous éviter de devenir des forceurs. Alors devenir des forceurs, c'est quoi? C'est pour gagner, je vais tout faire. Mais je vais tout faire jusqu'à ce qu'on appelle les politiques des terres brûlées. Politique de terre brûlée, c'est allez, je lance un moins 40%. Je lui offre les 2 premiers mois gratuits parce que sur mon logiciel, parce que comme ça, je vais l'embarquer. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les yeux des clients? C'est que si on fait ça, nous allons tous petit à petit les amener à penser qu'ils pourraient avoir plus que ce qu'ils ont eu. Et on va se retrouver sur les fameux magasins de mobilier dans lequel, quand on a un moins 40%, on se dit, ça se trouve, j'aurais pu avoir un moins 70, un moins 80%. Bref, il y a une confiance qui est rompue sur le rapport à la valeur. Donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on accélère le cycle de décision tout en préservant la perception de valeur que l'on apporte. Et ça, c'est hyper important. Parce que clairement, signer des deals en les faisant à 0 €, c'est facile. Signer des deals en étant sur des aspects de négo très forts, c'est plus facile. Tout l'enjeu, tout le dilemme, c'est comment est-ce qu'on arrive à gagner des deals alors que on est sur une relation, je dirais, délicate et qui doit être préservée dans le temps. Ok? Alors, ce qu'on va voir ensemble par rapport à ça, c'est 4 clés pratiques que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui dans votre magasin. 4 clés qui vont vous aider à accélérer le cycle de décision. Donc, la première clé, bouger du territoire OPEX à l'Eldorado, et ouais, j'ose, l'Eldorado CAPEX. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut aller sur l'Eldorado. Le deuxième, c'est d'admettre et de contrôler le fait que l'humain reste humain et qu'une prise de décision est humaine. Donc, on va voir ce que ça signifie, comment vous pourriez utiliser beaucoup plus les leviers de la réalité de l'humain dans la prise de décision. Le troisième, un peu teasing, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire manger un éléphant? Comment est-ce que vous faites quand vous devez manger un éléphant? Alors, je sais que ça ne vous arrive pas tous les jours, mais comment vous faites? Et puis, quatrième, et vous, au fait, ce produit, ce service, vous l'achèteriez vraiment dans cette situation? Aujourd'hui, là, si vous étiez dans la situation de vos clients, est-ce que vous l'achèteriez? Et donc, on va se poser cette question et on va se mettre dans les chaussures du client et on va surtout changer, évoluer dans notre état d'esprit pour que ça revienne à une autoroute dans la prise de décision. Ok? Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite sur la première clé pour vous donner des éléments sur cette notion de territoire OPEX et d'Eldorado CAPEX. Donc, en réalité, en français, et pour faire simple, on est vraiment sur une notion simple financièrement. OPEX égale dépense, égale charge. CAPEX égale dépense, mais d'investissement. Donc, CAPEX égale investissement. Donc, c'est simple. Du côté de vos clients, soit vous représentez une dépense, d'accord? Et en ce moment, on est plutôt en train de chercher à diminuer les dépenses,
soit vous représentez un investissement. Et là, si c'est un investissement, alors il peut se poser la question, vraiment. Donc il n'y a que les dépenses de nécessité qui continuent à vraiment être sélectionnées en ce moment. Et ça, bah, si c'est votre business et que vous êtes dans des dépenses de nécessité, genre vendre des masques, super, bravo. Sinon, on va devoir regarder ensemble comment bouger dans l'état d'esprit du client d'un sentiment de dépense à un sentiment, quand il achète votre produit ou votre service, que c'est un investissement. Alors, pour bien répondre à cette question, j'ai besoin de savoir, je vous avais dit quand même qu'il y aurait quelques sondages, j'ai besoin de savoir où vous vous placez. Donc, hop, attendez, reset poll, ouais, voilà. Je pense que je vais avoir ça ici. Donc, j'espère que vous le voyez, c'est mon produit, mon service. Comment est-ce que le client le voit? Est-ce qu'il le voit plutôt aujourd'hui comme une dépense ou est-ce qu'il le voit aujourd'hui plutôt comme un investissement? Donc, quelle est la situation dans les yeux de votre client aujourd'hui? Soyez honnête avec vous-même. C'est surtout pour vous-même. Moi, finalement, la réponse sur cette question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vos clients vous voient plutôt comme une dépense ou est-ce qu'ils sont conscients que c'est un investissement? Selon les deux, ça change tout dans la démarche, d'accord? Donc, compliqué de définir cette notion sur les services, c'est pour ça qu'on va l'aborder. Effectivement, je vois Jeanne qui aborde ce point-là. À votre avis, aujourd'hui, votre client, est-ce qu'il considère que c'est une dépense ou est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il voit ou est-ce qu'il exprime qu'il va y avoir un retour sur investissement? Est-ce qu'il le dit? Sur un abonnement de logiciel, pareil, Justine, est-ce qu'il considère que c'est un investissement et que ça va lui rapporter quelque chose? Donc, qu'est-ce que ça peut rapporter? Soit des gains, soit des économies. D'accord? On est vraiment sur cette notion-là. Alors, ce que je propose, c'est de vraiment rester ensemble sur cette question 5-7 minutes parce que vraiment, elle est très importante. Ça modifie complètement votre approche de la vente si vous êtes en vente de quelque chose qui sera considéré comme une charge ou si vous le vendez comme quelque chose qui est considéré comme un investissement. D'accord? Donc il y en a, je finis juste le sondage et j'espère que vous le voyez, sinon je vous le commande, c'est très simple, il y a 2 questions. Donc 40% des répondants ont dit que leurs clients considèrent leur service ou leur produit comme une dépense, donc comme une charge, et ne mettent pas forcément en face un gain ou une économie. Et 60%, donc c'est plutôt bien, hein, c'est déjà un point intéressant, hein, qui le considèrent comme un investissement. Donc ça, c'est très positif et très intéressant. Donc vraiment, l'angle qui permet d'accélérer la décision, il est très, très simple et en même temps, posez-vous la question de si vous l'avez fait. Le client en face de vous se pose lui-même la question. Combien ça va me faire gagner ou combien ça me fait économiser? Si vous ne traitez pas cette question, il va la traiter lui-même. Il va se la poser lui-même, sans vous. Donc le point qui est dans cette clé d'accélération de la décision, c'est que la recommandation très opérationnelle, c'est de faire bouger votre processus. Votre processus commercial doit bouger pour aborder le sujet de la recherche de retour sur investissement. Monsieur le client, on a vu ensemble votre demande, on a vu ensemble ce que pouvaient donner nos services pour réaliser ce projet ou pour réaliser cette communication, si je prends un exemple d'agence de communication, d'accord? Quand pour les sociétés qui sont dans le service d'entreprise, où on peut prendre même l'événementiel en ce moment, ce serait très intéressant de se dire, bah, ok, on est sur quelque chose qui représente a priori une dépense, mais ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une réunion de travail dans laquelle on va ensemble construire ce que ça peut donner en retour sur investissement. Et donc, si vous ajoutez cette étape, vous augmentez vos chances d'une décision plus rapide. Si vous ne le traitez pas, je reviens sur le point précédent, si vous ne le traitez pas, le client va le faire lui-même avec son mode de pensée. Quand il aura à présenter votre service, votre projet, les produits que vous vendez à des parties prenantes qui vont prendre la décision, s'il n'a pas d'éléments sur ce que ça représente en gain ou en économie, eh ben, il va le faire lui-même, ou alors il va se faire tout de suite démonter en disant bah non, attends, en ce moment, tu sais bien qu'on réduit tout. Donc, comme il risque d'avoir la question lui-même, il faut vous-même faire ce travail. Alors, pour faire ce travail, c'est d'abord, comme je l'ai dit, ajouter ce sujet comme étape de votre processus. Donc là, c'est simple, hein, sur les affaires que je vous ai fait lister au début, est-ce que sur ces affaires, vous pouvez provoquer
une conversation, un rendez-vous avec l'un des interlocuteurs ou les interlocuteurs avec qui vous échangez aujourd'hui pour être proactif et pour provoquer un point autour des gains ou des économies que représente votre service ou votre produit. Donc ça, c'est ma recommandation ferme. C'est vraiment, si on bossait ensemble, ce serait à faire, d'accord? Maintenant, comment est-ce que vous allez animer cette réunion? Une des grilles simples, et encore une fois là-dessus, sur la recherche de gains ou d'économies, il y a vraiment plein de grilles, mais il y en a une qui distingue les indicateurs financiers, les indicateurs non financiers, et les éléments quantitatifs et les éléments qualitatifs. Donc l'idée, c'est, maintenant qu'on a cette réunion, monsieur le client, ce que je vous propose, c'est qu'on va lister ensemble les effets que notre service peut avoir sur votre société. Alors je vais prendre volontairement un truc qui peut paraître très loin, très loin. Tout en réalité peut être raccroché à de l'investissement et à du retour de gains ou d'économie, à partir du moment où on fait l'exercice. Donc l'exercice ici, c'est agence de com, je sais pas moi, évolution du site internet. Bon, vous voyez, dès que je l'ai dit, c'est de se dire, monsieur le client, cette dépense au départ sur l'évolution de votre site internet, c'est une recherche de quoi? Qu'est-ce qu'on recherche par rapport à ça? Ok, on recherche plus de visiteurs? Ok, plus de visiteurs. Donc, c'est un élément non financier et quantitatif. Vous avez combien de visiteurs aujourd'hui? Ce serait quoi votre objectif en nombre de visiteurs? Ok. Et donc là, vous allez vous-même animer la conversation, la réunion avec votre client pour lui faire lister et pour lister ensemble les indicateurs et les éléments sur lesquels votre service peut avoir un effet. Je vais prendre quelque chose qui peut être encore plus lointain. L'animation d'un séminaire. Ok, quel est l'objectif du séminaire? Quelle est l'audience? Quel objectif, qu'est-ce que vous recherchez avec ce séminaire? D'accord? Quels sont les indicateurs? Quels sont les éléments qui vont bouger? La mobilisation, la motivation des équipes? Ok. Comment la motivation des équipes va se ressentir? Comment est-ce que vous allez la voir? Productivité, temps de travail, vitesse, innovation, créativité? Comment vous allez le voir? Et donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on pose cette série de questions, on arrive à des choses. D'accord? Donc j'aimerais bien avoir vos réactions, vos questions par rapport à ça. Est-ce que certains voient, ne voient pas? Est-ce que certains se disent ouais mais ça je peux pas le faire? J'aimerais bien que vous posiez des questions et idéalement sur cette partie, essayez de commencer vos questions par comment. Comment? Non, 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 non. Et là je peux y répondre, d'accord? Donc plus vous avez des questions sur le comment sur cette partie-là, plus je pourrai vous aider. Donc décision numéro 1, ajoutez une étape pour traiter le sujet des gains ou des économies faisables grâce à votre service, grâce à votre produit. 2, animer la réunion avec une grille ou tout simplement avec un questionnement pour écrire les éléments. Et à partir du moment où les éléments vont être écrits et que des hypothèses sont données, c'est un chemin de réflexion qu'il va pouvoir avoir en interne. Donc Marie-Claire disait oui, je le fais, mais je ne le formalisais pas forcément jusqu'à présent. Quand on n'a pas de ROI, on fait comment? Alors, ce qui est très important, c'est que ce que je pense comprendre, Solène, dans la question, c'est ouais, et puis Michael, un exemple d'élément financier, je vais le donner. Ok. Donc sur la partie qualitative financière. Donc Solène, le sujet n'est pas forcément de dire nous avons eu du ROI chez tel et tel et tel client et on peut vous le prouver. Là, c'est plutôt on va avoir un chemin de discussion avec vous, monsieur le client, pour qu'on puisse voir et prendre ensemble des hypothèses de gains ou d'économie. Ça ne veut pas dire qu'il va vous demander des preuves que vous avez déjà eu ces gains ou ces économies ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un sujet qui est plutôt pour rassurer. Là, l'idée, c'est vraiment pour raccourcir le cycle de décision. Je prends le drive sur ce sujet du retour sur investissement pour l'amener à pouvoir développer en interne et dire, regardez, le site internet, si on le fait, ça nous fait passer de 20%, on peut augmenter au minimum de 20% de plus les visiteurs, et en augmentant de 20% de plus les visiteurs, on aura, je sais pas moi, 150 devis en plus sous 6 mois, 150 demandes de devis en plus, ça devrait nous donner 20 à faire. 20 à faire égale temps. Et donc, c'est ce chemin de construction que vous faites avec lui. C'est pas forcément prouvé avec d'autres références que vous avez eues du ROI. Alors évidemment, c'est l'idéal. Si en plus, vous avez déjà des business cases, des cas que vous pouvez lui présenter, c'est top. OK? Le sujet du qualitatif financier. Le qualitatif financier, ça veut dire que c'est par exemple, alors ça vient pas comme ça, mais c'est par exemple amélioration du chiffre d'affaires, ça c'est du quantitatif, on peut mettre un chiffre. Du qualitatif financier, ça peut être, on va agir sur je sais pas moi, sur un nombre de
Ça peut être quoi? Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en fait, en réalité, Mickaël, mais je réfléchis à ça et je reviens vers vous. J'en ai déjà listé et je pourrais lister d'autres exemples, mais là, spontanément comme ça, dans l'animation, je n'ai pas la réponse immédiate. Ça peut être des éléments d'amélioration du chiffre d'affaires sur une catégorie de clientèle, donc il n'y ait pas un gain de chiffre d'affaires, mais une catégorie de clientèle sur lequel on aurait du chiffre d'affaires alors qu'on n'en avait pas. Mais ça peut être amené quand même à du quantitatif. Nombre d'heures de recherche, Aurélie, merci, à vous m'aider, c'est sympa. Tristan me demande comment est-ce qu'on fait sur des sujets apportant des ROI sous 3 ans dans le contexte actuel de navigation à vue. Encore une fois, le chemin de travail avec le client, c'est un chemin de réflexion pour écrire et poser des hypothèses. On n'est pas sur un engagement de résultat et on n'est pas sur des éléments dans lesquels on doit lui prouver que c'est vrai. Si déjà, raccourcissement des délais de paiement, merci Christophe sur le financier, ouais, tout à fait. Donc, ouais, génial, effectivement, Christophe aussi, amélioration de la trésorerie, top. Merci. Donc, l'idée, effectivement, c'est bien un chemin de travail et pas, même si c'est à 3 ans, c'est qu'il est le chemin pour prendre les hypothèses, pour poser des hypothèses, et après, évidemment, toute la difficulté, mais qui sera la difficulté suivante, c'est comment est-ce qu'on rassure et comment est-ce qu'on vend les hypothèses qui ont été posées. Bah là, vous saurez qu'il y a des scénarios pessimistes, réalistes, optimistes, mais qu'aujourd'hui, on a effectivement des hypothèses. Donc, Jeanne me dit que Coraline a eu la même question, obligatoirement l'aborder dans un second temps ou possible de le faire durant le premier rendez-vous. Alors, dans le processus commercial, pour moi, le rendez-vous 1, idéalement, c'est une conversation téléphonique de 20 à 30 minutes. Le rendez-vous 2, c'est une visio. Là, vous allez gagner déjà un temps énorme, mais ça, c'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Et dans le rendez-vous 1, on est beaucoup plus en collecte d'informations, qui sera utile par la suite, notamment sur un atelier, une réunion liée aux gains et aux économies. Pour moi, le sujet sur les gains et les économies, sur le ROI, il est abordable une fois que l'on a un client qui est intéressé, mais qui hésite. Donc c'est vraiment une fois que l'opportunité a été identifiée, qualifiée, et qu'on commence à avoir un projet, une opportunité consistante. En rendez-vous 1, sauf si c'est un client et que c'est déjà dans un flux de business avec lui, sinon on va être dans quelque chose qui est déjà à créer, qui est le fait de provoquer l'envie ou de valider qu'il y a bien un projet ou un besoin. D'accord Mais sur le long terme, amorti en 8-10 ans, production gratuite pendant 15 ans après, comment je le vends? Le ROI existe. Écoute, Manuel, je dirais, pour essayer de traiter chacune des questions, un amortissement sur 8-10 ans et une production sur des temps longs, on va être sur le sujet de la vente de l'éléphant qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez être sur un autre sujet quel est le risque de ne pas faire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément aborder d'autres éléments de ROI, donc c'est pas forcément cette clé-là que vous allez activer en plus, mais ça va être sur le risque de ne pas faire, sur lequel vous allez avoir des leviers supplémentaires, on va y venir. Ok ? Alors, je vais passer à la deuxième clé pour avancer. La deuxième clé, c'est un angle complètement différent. Recommandation, à chaque fois que je présente une clé, face aux affaires que vous avez écrites, mettez des actions. Hein, mettez toujours des actions. Vous devez finir ce webinaire avec un plan d'action. Donc concrètement, c'est quoi l'action à mener par rapport aux opportunités, aux affaires que vous avez citées et liées au sujet du ROI? Est-ce qu'effectivement, ça vaut le coup de provoquer la réunion pour aborder avec votre interlocuteur le sujet des gains et des économies et des hypothèses que vous pouvez poser avec lui sur les gains et les économies qui vont l'aider à valoriser en interne l'intérêt de faire de l'achat de ce service ou de ce produit. Alors la deuxième clé, je commence sur la deuxième clé. La part d'irrationnel dans la prise de décision est un facteur qui est souvent sous-estimé. Donc c'est simple, on a des parties prenantes, on a des interlocuteurs, et il va y avoir une prise de décision qui va être prise sur votre service. Donc déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est que arrêtons de dire « je vais discuter avec le décideur ». Le décideur, the décideur, n'existe pas, n'existe plus. Nous sommes aujourd'hui dans des entreprises dans lesquelles il y a de l'influence, il y a des parties prenantes, il y a effectivement quelqu'un qui aura une casquette de signataire, donc de celui qui va finaliser, mais qui ne pourra pas avancer tout seul.
On a aujourd'hui, même sur des DG, des présidents, des statuts très élevés, c'est impossible pour eux de prendre une décision de manière unilatérale, ou en tout cas ils vont le faire une fois, mais pas deux, parce que clairement, tous ceux qui sont impactés dans les fonctions opérationnelles et qui sont touchés par cette décision vont pouvoir lui dire ok, tu as choisi telle agence, mais tu aurais peut-être pu quand même m'en parler. Donc on est sur un cercle de décision, et ce cercle de décision, on va pouvoir agir dessus pour qu'il aille dans notre sens. Donc, on peut jouer, en fait, toutes les personnes avec qui vous parlez sont influencées par leur environnement et ont des croyances. Effectivement, un plan de lobbying, dit Jérémy, je suis tout à fait d'accord avec ce terme. Donc, tous les interlocuteurs ont des croyances et des peurs qui sont la situation, liées à la situation actuelle, mais ça pourrait être aussi le cas il y a 2 ans. Donc, chacun de nous avons des croyances et des peurs, d'accord, limitantes qui nous amènent à ne pas forcément prendre des bonnes décisions. D'accord ? Donc il y a 3 éléments qui vont agir sur les décisions et qu'il faut absolument prendre en compte. L'environnement, quel est l'environnement de votre client ? Les croyances et les peurs potentielles qu'il a, lui personnellement ou son entreprise, d'accord ? Et la personnalité qu'il a, la personnalité de l'individu avec qui vous parlez. Ok ? Donc, tout part de vous. C'est-à-dire que l'émotion que vous allez avoir va l'amener à modifier au moins 2 des éléments qu'on a vus précédemment. Soit à diminuer ses croyances et ses peurs, notamment avec le travail qu'on vient de voir sur le calcul et les hypothèses de ROI, parce que du coup, il n'est pas en train d'imaginer des risques, mais il est en train de travailler sur des opportunités, d'accord ? Tout va partir de votre façon d'utiliser vos émotions, d'utiliser l'émotionnel pour transmettre et augmenter le lien avec les personnes. Alors, certains vont dire, ouais, c'est des mots très scientifiques pour un truc très simple qui est en gros le relationnel. C'est pas tout à fait ça, d'accord ? Le relationnel, c'est un des aspects. Mon slide a eu un petit souci, désolé, mais en gros, ce que vous voyez ici, c'est un extrait d'une source qui s'appelle Souriez, vous jouez, dans lequel ils ont listé tous les types d'émotions. Enthousiaste, en retrait, en pleine forme, fatigué, frustré, grognon, soucieux, satisfait, reconnaissant, déçu, débordé, détaché, déterminé, etc., etc. Je pourrais en lister énormément. Donc effectivement, Yannick, en résumé, c'est comment est-ce que vous utilisez l'intelligence émotionnelle dans le rapport aux individus. Qu'est-ce que vous avez fait volontairement, de manière intentionnelle, en termes de transmission d'émotions, pour que les personnes en face de vous modifient leurs croyances et diminuent leur peur ? Alors la question n'est pas vite répondue. Je vais vous proposer de me répondre non pas en sondage, mais de manière spontanée. À quel niveau situez-vous votre intention émotionnelle dans les échanges que vous avez avec vos clients ? L'intention émotionnelle, c'est quoi ? C'est effectivement l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire en faisant ça, en exprimant ça, en ayant ce sourire, le verbal et le non-verbal, je vais provoquer ça. Cette personne qui a tel type de peur, je vais lui dire ça, parce qu'en lui disant ça, je sais que je vais diminuer ses peurs. Donc, à quel niveau situez-vous votre intention émotionnelle actuelle dans les échanges que vous avez avec vos clients ? Donc, soyez honnête, encore une fois, c'est anonyme et je ne sais pas ce que vous allez répondre. Est-ce que vous êtes à 0 ? Ah non, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que je suis à 8 ? Ouais, je le fais souvent. Il n'y a pas que le relationnel, il y a aussi d'autres aspects dans lesquels je fais de la gestion émotionnelle pour diminuer les peurs des individus. Comment est-ce que vous utilisez ce levier de l'émotionnel aujourd'hui ? Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour raccourcir les cycles de décision en ce moment, il faut traiter le sujet des émotions de vos clients. Les peurs qu'ils ont, les croyances qu'ils ont, si on ne les diminue pas, on ne peut pas agir sur la prise de décision. Donc si on n'a pas une action volontaire autour de ça, donc là, je ne sais pas si vous voyez tous les notes qui défilent, j'ai des 5, des 4, des 6, des 7, des 8, j'y ai pas forcément pensé. Donc voilà, c'est intéressant que vous vous positionniez et que vous soyez honnête avec vous-même, encore une fois, sur ok, j'en suis là, et en réalité, face à cette personne, j'ai pas forcément eu le réflexe de penser à mon intention sur ce que ça va générer au niveau émotionnel. Alors, certains vont rajouter des mots là-dessus, les neurosciences, les biais cognitifs, c'est des choses sur lesquelles on coach et on accompagne, mais surtout, moi j'ai envie de dire, est-ce que vous avez pensé à ça ? Telle personne, sa façon de fonctionner, donc quand je l'aperçois, elle est plutôt comme ça, et donc, dans ce que je vais dire, je vais plutôt aller activer ça, d'accord ?
Donc, je vais vous donner un des outils qu'on utilise, qui est très simple, hein, qui s'appelle très simple, mais je me rends compte qu'il n'est pas si connu que ça. Donc, c'est vraiment intéressant de le reprendre. Ça date des années 50, 1950, hein, qui est le modèle DISC, ou appelé aussi le modèle des couleurs. On a en fait 4 grands styles de personnalité. Vous avez des personnes qui sont plutôt en logique D, de dominant, des personnes qui sont plutôt en logique I, de influent, des personnes qui sont en logique stable, ou des personnes qui sont en logique de conformité. D'accord ? Je vais traiter le point Denis sur l'empathie, c'est intéressant. Simplement, pour venir sur ce modèle, par rapport aux affaires que vous avez écrites, sur les 2-3 interlocuteurs, quel est leur style de personnalité dominant? Est-ce qu'ils sont plutôt rouges, donc dominants? Est-ce qu'ils sont plutôt influents? Donc dominant, c'est quoi? Fonceur, énergique. C'est quelqu'un qui est tourné vers les résultats, qui est assez impatient, qui a plutôt du leadership, qui est exigeant et qui est plutôt tourné sur les chiffres. D'accord? Le I de influent, expansif, enthousiaste, créatif, intuitif, sociable, très dans la relation. D'accord? C'est quelqu'un qui est très dans la relation. Le S de stabilité, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui est stable, qui est calme, qui est très coopérant, qui aime le travail en équipe. D'accord? Le bleu de conformité, c'est quelqu'un qui est tourné vers les faits, vers les procédures. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans un profil d'analytique, de prudent. C'est pas du tout le proactif, c'est quelqu'un qui va considérer qu'à partir du moment où j'ai écrit la procédure, elle va être appliquée. D'accord? Donc posez-vous la question sur les affaires que vous avez citées, et pour les 2-3 interlocuteurs autour de cette affaire, quel est leur style de personnalité? Et je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Si le style de personnalité de la personne en face de vous est plutôt rouge, dominant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tourné vers les résultats. C'est quelqu'un qui va prendre ses décisions avec, je dirais presque, que si on lui parle de chiffres, que si on lui parle de choses qui sont très, très visibles et directes. D'accord? Cette personne-là, son émotionnel, sa façon, l'intention émotionnelle qu'on peut y mettre, c'est une intention dans laquelle on va l'amener à ressentir qu'on est en phase sur cette notion de écoutez, de toute façon, il faut qu'on aille vite, hein. On va pas hésiter 3 mois. Ce que je propose, c'est que dès la semaine prochaine, on provoque une réunion. Avec qui est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on ait une réunion? Donc, ça veut dire que vous allez avoir une interaction avec lui tournée vers l'action, l'action, l'action. L'action, et c'est vous qui drivez le process pour l'amener à être dans l'action. D'accord? Si c'est le I de influence, si la personne que vous avez citée sur votre affaire, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la relation à l'autre, qui est sensible à la relation. Clairement, ça veut dire que là, on va être sur le développement de la relation à l'autre. Donc, effectivement, s'il est sensible à l'attention que vous portez à lui, vous allez prendre des nouvelles, vous allez l'inviter à déjeuner, vous allez vous intéresser à sa sphère un peu plus large que professionnelle, et il va sentir que au-delà de l'affaire et du business, vous êtes vous aussi en synchronisation sur le fait que c'est important la place qu'on se donne l'un à l'autre et la place de l'humain. Si c'est quelqu'un qui est plutôt calme, coopérant, c'est quelqu'un qui va avoir besoin que la décision soit prise avec d'autres. Donc là, Denis dit des décisions qui se font collégialement. C'est typiquement le cas de quelqu'un qui est tourné, qui est vert et qui est dans la stabilité. Donc lui, ça va beaucoup le rassurer si vous organisez et que vous le rassurez en disant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte d'en parler à d'autres dans l'entreprise, dans lequel on va regarder vraiment les éléments qui vont permettre que la décision soit prise de manière collégiale. Donc c'est vraiment le vert, le stable, il est vraiment tourné là-dessus. Et celui qui est dans la conformité, qui est plutôt un style dominant conforme, c'est analytique. Donc là, ça veut dire que vous allez générer chez lui, vous allez le rassurer, si vous êtes tourné vers des éléments vraiment très précis. Ce qui va se passer dans le premier mois, ce qui va se passer une fois que vous aurez pris votre décision, il va y avoir un tel qui va vous appeler, et puis ça va être monsieur machin, et puis etc. etc. Donc lui, il veut aller chercher par rapport à ses peurs et ses croyances, il va aller chercher de la rassurance sur le fait que c'est bordé et hyper précis. D'accord? Donc en résumé sur cette clé, c'est mettez une intention dans ce que vous provoquez au niveau émotionnel. D'accord? Donc on va voir aussi avec la 4e clé comment on peut le faire. Et je vais répéter Julie sur le dominant, ouais. Et je pense qu'entre-temps, Julie s'est dit, tiens, en fait, sur telle affaire, c'est un dominant. Comment je fais pour le gérer? Donc, ok, je vais répondre, Julie. Et donc, mettez bien aussi l'analyse des styles de personnalité avec cette grille, modèle DISC. Et puis, alors, ce que je vous recommande, c'est d'avoir aussi votre grille, c'est-à-dire de faire le test DISC pour avoir votre style de personnalité. Alors, pour reprendre sur le dominant,
c'est quelqu'un qui est tourné vers l'action et la décision. Donc normalement, c'est pas lui qui bloque la décision, sauf s'il a un stress lié au fait que ça amène à être dans la décision. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette deuxième clé? Donc effectivement, vous voyez typiquement un rouge et un dominant, ça va l'embarrasser, il n'a pas forcément envie qu'il y ait des réunions avec 10 personnes. D'accord? Alors bien sûr, attention, on est tous un peu de ces couleurs. Hein. Christophe demande si on peut avoir des personnalités croisées. On peut tout à fait on a plusieurs couleurs chacun. On n'est jamais qu'une seule couleur. Par contre, on a des couleurs qui ont un majeur, un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième niveau. D'accord? Donc on va avoir par exemple 80% en rouge, 60%, ça fait pas 100%, hein, ça va être 60% dans l'influent, 30% en stabilité et 30% en conformité. Donc ce qui est important, c'est d'identifier le style majeur parce que ça va vous aider à décrypter ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'interlocuteur. Et puis après, il y a le mineur parce qu'effectivement, on peut tout à fait avoir, hein, comme disait Christophe, quelqu'un qui est d'abord dans la conformité et la stabilité. Donc là, c'est quelqu'un qui est très réactif. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui est la personne qui doit prendre la décision, ça va être compliqué. Là, ce que je vous recommande sur quelqu'un qui est vert et bleu et qui va devoir prendre une décision, c'est de monter d'un cran ou de réussir à monter sur le cran où il y a quelqu'un, une partie prenante qui serait d'un niveau supérieur de décision, parce que sinon, ça va flotter un long moment, parce que la personne est vraiment pas sur sa zone de confort lorsqu'elle doit prendre une décision. D'accord? Emmanuel est vert, je discute avec un rouge, difficile de discuter. Tout à fait, on est complètement d'accord. Tout l'exercice de l'intelligence émotionnelle, c'est que quand on est un bon business développeur, on a son propre style, mais on a le style adapté et on a une intention dans notre façon de communiquer qui ne sera pas forcément votre zone naturelle. D'accord? J'ai un style rouge et jaune en majeur. Lorsque je discute avec un bleu, je vais me mettre, moi, commercial, dans son style bleu et je vais décrypter et je vais me caler par rapport à l'autre. Donc, nous sommes, en tant que business développeurs, des caméléons. On ne doit pas seulement dire « Ah ben moi, je suis vert et puis moi, je ne parle pas au rouge. » Ah non. Si je suis vert naturellement et que je dois parler à des rouges, ben, je vais m'entraîner et je vais travailler sur les mots et sur la façon de travailler avec quelqu'un qui est rouge. D'accord? Donc, business développeur égale caméléon. Vous n'avez pas de couleur lorsque vous êtes en rendez-vous. Vous avez évidemment une couleur et un style de personnalité, bien sûr, mais il va être conditionné, notamment, je reboucle sur le sujet de l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est notamment de se caler et de se synchroniser par rapport au style de l'interlocuteur. Mais ne surtout pas vouloir dire « Ah ben moi, de toute façon, je suis vert, je parle qu'avec des verts. » Ben, c'est pas possible. Le monde est fait de toutes les couleurs, d'accord? Donc, votre exercice, en tant que caméléon, de voir quelle couleur dominante vous allez pouvoir appliquer, utiliser lorsque vous êtes en entretien avec un interlocuteur. Donc, ça peut paraître loin de l'accélération de la prise de décision sur des affaires, mais en réalité, c'est clé. À partir du moment où vous travaillez sur ce sujet de votre gestion émotionnelle, des mots que vous allez utiliser, de la façon dont vous allez interagir sur les interlocuteurs, vous allez pouvoir accélérer les décisions. Okay? Donc, je vous propose de noter, encore une fois, ce qui correspond aux affaires que vous allez citer, parce que ce webinaire offert pourrait vous rapporter des millions, donc je vous le souhaite, pour que vous ayez un plan d'action. Alors, troisième clé, comment est-ce qu'on fait pour faire manger un éléphant? Est-ce que quelqu'un a la réponse? J'aimerais bien savoir. Il reste 15 minutes, merci Théo. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour faire manger un éléphant, à votre avis. Comment est-ce que vous arriverez à faire manger un éléphant à votre client? Est-ce que vous connaissez cette énigme? Donc l'éléphant, c'est le service, c'est le produit, c'est ce que vous voulez lui faire avaler. C'est ce que vous voulez lui vendre. Donc c'est un gros morceau et il hésite parce que c'est un gros morceau, il trouve que c'est beaucoup. Et effectivement, Guillaume a la bonne réponse. On découpe en petits morceaux, une bouchée à la fois. Tout à fait. Donc pour effectivement provoquer une prise de décision, on va l'affaire, l'offre, l'opportunité correspond à l'éléphant. Ce qu'on va voir ensemble en troisième clé, on lui ouvre la bouche, on met l'aliment dans sa bouche. C'est aussi une technique, mais quand même un éléphant, pour que ça passe, il vaut mieux que ce soit découpé en petits morceaux. Donc, comment pourriez-vous découper votre offre, votre service, pour qu'il soit plus digeste, pour que le client puisse commencer à s'engager plus facilement? Si le client ne peut pas s'engager sur une prise de décision de l'ensemble de votre service, de l'ensemble de vos produits, comment je fais pour qu'il prenne une décision sur un morceau de cette offre? C'est tout simplement cette idée-là. Maintenant, ça vaut le coup de le découper et de réfléchir. Si je découpe
pour transformer. Pourquoi est-ce que je vais découper? Parce que vraiment derrière ça, il y a vraiment une philosophie très forte chez nous, c'est qu'il vaut mieux toujours passer du binaire 0 à 1 et ne pas rester avec un prospect. C'est-à-dire que je préfère avoir quelqu'un qui devient client, même s'il a acheté quelque chose à 1 000 € alors que je rêvais de lui vendre quelque chose à 10 000, plutôt de dire, bah non, s'il veut pas les 10 000, alors c'est rien. Je préfère qu'il devienne client avec 1 000 parce que je pourrais le faire monter à 10 000, alors que s'il reste prospect, il reste à 0. D'accord? Donc le compteur, je préfère que le compteur commence à tourner avec le client, même si c'est pour faire 100 mètres, ça commence à tourner. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Donc comme je sais que je préfère avoir un client qu'un prospect, même si c'est un petit client au début, j'ai personnellement des belles histoires depuis 15-20 ans, 30 ans dans le business dans lequel des clients à 1 000 € sont devenus des clients à 200 000, 300 000, 800 000 €. J'ai même je pense à des audits à 5 000 € et qui ont généré des projets à 800 000. Bref, je vous assure que c'est pas la valeur de démarrage n'est pas très grave. C'est pas très grave. Évidemment, c'est pas bon pour les objectifs, c'est pas bon pour le quarter, mais au moins vous êtes passé de 0 à 1 avec quelqu'un qui est devenu client. Donc c'est ça le plus important. Comment est-ce que vous le faites? Dans les différentes pistes, excusez-moi, c'est le dernier slide là-dessus, sur ce sujet, les différentes pistes, c'est à vous d'imaginer. Donc je vais donner un exemple dans notre domaine. Ce serait, il y avait une phase d'audit, il y avait une phase d'état des lieux, et après il y avait une feuille de route, puis après il y avait du coaching d'entreprise. Peut-être qu'on va tout simplement juste commencer en 2020 l'audit. Donc on fait juste l'accompagnement sur l'audit. Donc les éléments qui sont vraiment dans les éléments importants, c'est effectivement vivre les nouveaux logos, c'est-à-dire que c'est la recherche des nouveaux logos, des nouveaux clients que vous allez avoir. Donc c'est hyper important. Et donc comment est-ce que vous pouvez, si le coût de production de 1 est vraiment trop important pour un petit panier d'achat, alors ça c'est le sujet de votre propre investissement. C'est-à-dire si j'ai bien compris, Armel, c'est nous, tout ce que ça nous demande en effort, en coût de production interne, en réponse peut-être à un brief, pour que finalement ce soit quelque chose à 1 000 €, on préfère faire un no-go. Et Christophe, quand on peut pas découper notre offre. Christophe, j'aimerais bien savoir ton offre, c'est quoi? On est sur quel type d'offre pour que pardon, j'ai tutoyé, je tutoie facilement. Mais en gros, effectivement, Armel, le sujet, c'est quel est le coût d'acquisition d'un client? Si votre coût d'acquisition d'un client aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble du coût marketing et commercial et que vous le divisez par le nombre d'affaires signées depuis 6 mois, et que vous voyez que le coût d'acquisition il est de 5 000 €, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre 3 000, 2 000 ou 3 000 pour ce client, perdre 2 000 ou 3 000, mais au moins il est passé client. D'accord? Donc c'est vraiment hyper important de regarder par rapport à ça. Sur des informations de solvabilité sur le client, alors là, Christophe, ce serait intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des sous-offres qui sont ce qu'on appelle les door openers, des offres qui permettent d'ouvrir la porte. Par exemple, c'est pas un abonnement pour 1 an, finalement ce sera un abonnement, on pourrait demander non pas sur 1000 lignes, mais sur 100 lignes. Donc est-ce qu'il n'y a pas des solutions dans votre service pour permettre que ce soit des informations sur un nombre limité, autrement dit qui commence à essayer, qui commence à consommer pour se rendre compte de l'intérêt du produit et sur une enveloppe budgétaire qu'il peut se payer, qu'il peut accepter, qu'il peut faire passer dans la situation actuelle. Donc pour les affaires que vous avez citées, que vous avez écrites là, quelles sont les possibilités d'accélérer la décision en acceptant de votre côté de reculer d'un pas? Alors évidemment, ce sera à discuter avec le dirigeant, avec le manager, vous mettre d'accord. Mais effectivement, comment est-ce que vous pourriez, merci Christophe, comment est-ce que vous pourriez reculer d'un pas en disant, écoutez, monsieur le client, je sens que la décision est difficile parce que ça représente peut-être un investissement important, même si on a regardé ensemble les gains et les économies. Dans la situation actuelle, je peux comprendre. Ce que je vous propose, c'est que on commence maintenant avec telle enveloppe ou telle phase de projet ou tel volume. Du coup, ça nous donne des perspectives ensemble et en plus, vous aurez un vrai retour d'expérience. D'accord? Donc, osez découper l'éléphant en morceaux. Le point qui est très important derrière, c'est aussi quel est le risque de ne pas faire. Alors, je vais venir sur ce dernier point, sur la 4e clé. Il nous reste ensemble 9 minutes. J'espère que vous les avez avec moi. Vous êtes en tout cas, et j'en suis ravi, tous présents depuis le début, les mêmes nombres de participants, donc c'est top. C'est un vrai retour positif pour quelqu'un qui anime un webinar. Je vous encourage à le faire.
vous verrez que ça développe aussi l'envie de transmettre pour ceux qui sont dans les métiers dans lesquels vous pourriez commencer à transmettre ce que vous faites. Je vous recommande de le faire. Ça, c'était une petite digression. Donc, la quatrième clé que je trouve, je dirais, pas forcément la plus puissante, mais que je trouve vraiment puissante. Mettez-vous dans les chaussures de votre client. Donc, vous avez noté des clients. Merci François. En vous mettant dans les chaussures de votre client, posez-vous la question. Et vous, est-ce que vous l'achèteriez vraiment? Merci Cyril. Est-ce que vous l'achèteriez vraiment? Autrement dit, lorsque je suis dans les chaussures de mon client, donc je ne sais pas, je vais dire mon client c'est Orange Business Service et je suis en train de lui vendre, je ne sais pas moi, des développeurs pour un projet informatique. Et je me mets à la place du chef de projet. Et je sais qu'il a une tension sur les budgets. Est-ce que je l'achèterais vraiment si j'étais à sa place? Notez ce qui vous vient comme réflexion quand vous vous mettez dans les chaussures du client. Et le secret, c'est que ce qui va venir spontanément en écrivant ce que, à votre avis, le client pense, c'est les croyances et les peurs que vous avez vous-même. Vous voyez le truc? C'est-à-dire, ah ouais, mais ce chef de projet, franchement, à sa place, je préférerais continuer avec mes développeurs internes et puis prendre la décision à la rentrée. Ok, si vous pensez qu'il pense ça, c'est que vous avez encore vous-même des failles. Et donc, le point qui est très important, c'est que tous les éléments de faille que vous imaginez dans la bouche du client sont les vôtres. Si vous n'avez pas une certitude absolue, que le service que vous proposez, que l'équipe de développeurs que vous proposez est absolument nécessaire, il va le sentir, surtout en ce moment. Et ça va lui donner une information. Ce ne sera pas un sentiment pour lui, ce sera une information. Donc, travaillez vraiment sur vos propres croyances. On ne peut pas, en ce moment, aller voir un client si soi-même, on a des doutes. Et surtout, si on se met, alors ça, c'est le pire, on voit quand on coach des business développeurs, ah ouais, c'est dur en ce moment. Hein. Ah bah ouais, c'est évidemment, si le business développeur, si le commercial commence à vouloir pleurer avec le client, on n'a pas fini. En ce moment, il faut envoyer du positif. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être très américain de dire ça, mais c'est hyper important. C'est qu'est-ce que l'on envoie comme certitude absolue par rapport à son service. Donc, les questions à se poser quand on est sur la certitude, c'est par exemple, qu'est-ce que vous perdez à ne pas le faire? Qu'est-ce qu'on ne perd à ne pas le faire? Qu'est-ce qui se passe si vous ne l'achetez pas maintenant? On perd 3 mois de projet. Ok, donc si vous perdez 3 mois de projet, c'est quoi le risque? Disons-le clairement, monsieur le client, c'est quoi le risque si vous n'avez pas l'équipe de développeurs qui vous aide maintenant? D'accord? Donc si on n'est pas convaincu et si on n'est pas prêt à affronter, dans le sens positif, à confronter plutôt le client sur des éléments par rapport à ses propres certitudes, ça ne peut pas fonctionner. Donc, et il faut aller chercher chez le client pour qu'il se dise, waouh, il est tellement sûr de lui. Et là, vraiment, on est dans le prosélytisme. On est clairement en train d'évangéliser et on se dit, mais vraiment, c'est dommage pour lui, quoi. En gros, s'il ne veut pas, c'est vraiment dommage pour lui. C'est pas dommage pour nous. Il faut que vous ayez la certitude que c'est d'abord dommage pour lui. Si vous sentez que c'est dommage pour lui, vos questions seront orientées vers, mais attendez, je comprends pas. Je vous avoue, monsieur le client, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que vous le faites pas maintenant? Le coût, regardez, on a vu, donc tout ce qui va être dans un échange dans lequel vous n'allez pas être complice des doutes des clients, ça va vraiment vous aider. Donc, par exemple, ces 3 questions. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous perdez si vous ne le faites pas? Vous perdez du temps. Est-ce qu'en ce moment, vous avez vraiment le loisir de perdre ce temps-là par rapport aux concurrents, par rapport à ce qui est en train de se passer sur le marché? On parle de rebond. Est-ce que vraiment aujourd'hui, avec les rebonds, vous pouvez vous permettre de ne pas agir dès maintenant? Quels sont les risques si vous ne le faites pas? Par rapport à votre environnement, par rapport aux concurrents, par rapport à ce qui peut se passer comme autre projet, par rapport à des prises de décision internes, par rapport à votre poste, par rapport à vous. Donc, c'est quoi les risques si vous ne le faites pas? D'accord? Et puis, vous-même, demandez-vous qu'est-ce qui aura changé par rapport à votre offre dans 6 mois, dans votre produit, et pourquoi il vaut mieux qu'ils le prennent maintenant? Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux qu'ils le prennent maintenant? Donc, est-ce qu'une offre à durée limitée rentre dans la question le risque de ne pas faire? Alors là, on est sur les leviers, Guillaume, qui est qu'est-ce que vous proposez pour aider au closing? Donc, on est sur les techniques de closing. C'est-à-dire que si vous voyez
qu'effectivement, il y a une dernière hésitation qui est ouais, qu'est-ce que je perds à ne pas le faire maintenant? Évidemment, on a envie de répondre, vous perdez moins 20% que j'étais prêt à vous proposer avant le 30 octobre. C'est une possibilité. Maintenant, faites attention parce que si les clients, on les éduque à toujours avoir un peu moins lorsqu'ils prennent les décisions que sur des échéances, genre fin de quarter, etc., on se retrouve sur des phénomènes que j'ai bien connus dans des grosses sociétés, sur lesquels les clients, ils attendent tous le 25 du mois pour avoir leur moins 20, leur moins 30%. Mais effectivement, il y a bien une notion qui est de lui dire soit une perte financière, soit une perte de temps, soit une perte de place. Donc, en gros, quel est l'élément Merci, Jeanne, merci. Un des meilleurs auxquels vous avez cité. Waouh, merci. Donc, vraiment, quel est l'élément qu'on risque, qui est risqué? Et enfin, dernier conseil, 14h58, faites-vous aider. Faites-vous aider pour analyser vos affaires en cours. C'est super difficile d'être sur le vélo et en même temps de regarder la propre course que vous êtes en train de mener. Donc, pour déterminer quelles clés vous pouvez activer, que ce soit ces 4 clés ou dans nos 12 clés, merci Armel. Donc, il y a vraiment beaucoup de clés qui permettent d'accélérer la prise de décision. Je vous en ai donné 4, d'accord? On en a 12. Alors, évidemment, c'est du teasing, mais je suis aussi là pour le business, hein, on va pas se le cacher. Mais vraiment, je suis ravi si toutes les affaires que vous avez travaillées ensemble vous permettent d'améliorer et de transformer et d'accélérer les prises de décision sur les affaires qu'on a travaillées ensemble. C'est d'abord mon premier enthousiasme aujourd'hui. Le deuxième, effectivement, c'est de vous dire, les meilleurs se font coacher. Je me fais coacher. Nos business développeurs, on les fait coacher. Nos clients sont coachés. Donc, sur la prise de décision par rapport à vos affaires et sur les clés qu'il faut activer, je vous recommande vraiment d'aller activer les bonnes clés. Donc, merci beaucoup à tous. Si vous avez des dernières questions, je suis prêt à les prendre. Merci beaucoup. J'espère que j'ai tenu ma promesse sur l'enthousiasme, sur l'envie, sur le fait de vraiment d'y aller. Donc, merci si ça rebooste. Vraiment, c'est prendre de la vitamine commerciale en vous disant qu'il y a des clés et qu'il faut se battre. Ouais, effectivement, on est plutôt en train de courir sur un chemin qui est en montée, qui n'est pas plat et qui n'est pas en descente. Il n'y a pas, sauf dans certains secteurs, mais il y a quand même 70% des secteurs en France qui aujourd'hui sont touchés. Le fait de ne pas faire impacte à court terme, à moyen terme, tout à fait. Donc vraiment, voilà. Donc sur les 4 clés qu'on a citées, sur les affaires que vous avez en cours, vous avez un plan d'action. Les 12 clés, Guillaume voudrait les 12 clés, faut m'appeler Guillaume. Donc on peut en parler des 8 autres clés. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement alors effectivement, à faire appel à Questio, c'est évidemment un énorme gain. Augmentation de vos nombres de rendez-vous, augmentation de vos taux de transformation sur les affaires. Donc ça fait partie des investissements que je vous recommande. Mais ça, c'est pour la plaisanterie, parce que je vois certains qui disent on espère faire suffisamment de chiffre d'affaires pour faire appel à nos services. Écoutez, oui, ça commence à 600 € par mois et ça va jusqu'à 5 000 € par mois, mais il y a vraiment pour tous les business et pour toutes les personnes que l'on peut aider. On considère aujourd'hui qu'on est d'utilité publique et qu'on devrait être remboursé par la Sécu. C'est ce qu'on disait hier. Parce que clairement, les clients qu'on a accompagnés depuis 6 mois sur ces sujets ça leur a permis de garder le focus sur le business et c'est ça qui est hyper important en ce moment. Donc vraiment, bon courage à vous. Vous aurez le replay. Et Thomas, t'es accompagné, super. Et avec plaisir. Merci Thomas de transmettre. Et puis à très bientôt. Et on coach effectivement les CIO, les managers, les directeurs, et on coach à tous les niveaux. C'est ce qu'on appelait coaching d'entreprise, coaching d'équipe et coaching d'individus. Et les individus, on a des business développeurs. On en a même qui ont pris sur leur denier personnel pour être coachés. Pour réussir à faire leurs objectifs. Donc, pour vous dire qu'au lieu de prendre un coach sportif, ils ont pris un coach commercial. Donc, écoutez, je suis ravi de ce partage avec vous. Bon courage pour les affaires en cours. Tentez d'accélérer le mieux possible. Et effectivement, vous aurez le webinar en replay. Et diffusez-le, faites-le connaître. Et donc, les rendez-vous de la performance client, toutes les semaines, avec soit Nicolas Boissard, directeur marketing communication chez Questio, soit Dominique, DG développement, qui va vous donner des superbes clés nouvelles, et puis moi-même, en tant que CEO, et très heureux de vous accompagner. À très bientôt. Il est 15h01, et donc à vos téléphones, à vos mails, pour aller gagner les affaires. À bientôt.